Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au rapport d'information de la mission du Sénat sur la financiarisation du football professionnel français, porté par messieurs Lafont en tant que président de la commission et Michel Savin en tant que rapporteur. Et de mon côté, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les informations de ce rapport d'information qui est très long, qui fait 155 pages, mais je vais me consacrer principalement aux aspects qui concernent directement l'Olympique de Marseille, comme c'est toujours le cas sur la chaîne Trespichado. On a, pour la région des Bouches-du-Rhône et pour Marseille en particulier, été représenté par monsieur Jérémy Bacchi au sein de cette commission. Il est vice-président de la commission sur la financiarisation du football. Il est sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, donc de Marseille. Et il est en retrait par rapport à M. Lafont et M. Savin lors des auditions publiques. On l'a très peu vu. Moi, j'ai assisté à tout ce qu'on a pu voir comme audition publique sur le sujet. On l'a très peu vu intervenir. Et dans le rapport, il n'est pas du tout cité dans les intervenants qui posent des questions à la fin du rapport. Donc on peut douter de la présence réelle de M. Bacchi sur cette commission, ou si c'était vraiment un emploi fictif. On a aussi pu constater que les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas été auditionnés par la commission, sauf Christophe Bouchet et Vincent Labrune, qui ont été auditionnés en qualité, en partie, d'anciens présidents de l'Olympique de Marseille. En tout cas, il les fait référence à leurs anciens rôles en tant que président de l'Olympique de Marseille dans le rapport. Mais aucun des dirigeants de l'Olympique de Marseille ne semble avoir été auditionné pour ce rapport. Messieurs Lafont est un sénateur centriste du Val-de-Marne, il est président de la commission, et monsieur Michel Savin est un sénateur républicain de l'Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, rapporteur de la commission. Pour ma part, je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques, mais la commission a statué à l'unanimité, donc on peut voir que l'ensemble des membres qui sont représentatifs de toutes les colorations politiques de l'Assemblée, du Sénat plutôt, sont représentés ici dans la commission, et qui se sont tous mis d'accord sur les conclusions de ce rapport. Donc ça, c'est plutôt rassurant dans un certain environnement politique un peu incertain. On a donc un sommaire qui est assez complet de toutes les informations qui sont présentes dans ce rapport. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce rapport-là, mais je voulais quand même revenir un peu sur tout ce qui avait été fait dans ce rapport pour parler du football en France. C'est un rapport qui est très complet, qui va de Mediapro à CVC, en passant par les questions de multipropriété ou la propriété des clubs de football par des fonds d'investissement. Il est fait référence à la législation actuelle et aux évolutions préconisées pour cette législation. Et les travaux en commission sont très clairement établis dans ce rapport qui fait 155 pages. Donc on est très content de pouvoir étudier ça avec vous. Alors, la première partie du rapport contient un résumé, et c'est là qu'on va voir un peu les principaux points sur lesquels on va insister. Le premier point, il concerne la société commerciale, et là, on nous parle du fait que les clubs avaient déjà engagé des dépenses, donc à partir du fait que Mediapro avait promis 1 milliard d'euros de droits télé à l'époque, et qu'au moment de la faillite de Mediapro et de la crise du Covid, eh ben, ils ont subi des pertes cumulées de 1,6 milliard pendant les 3 années qui ont suivi, du fait des investissements qui avaient déjà été engagés. Ça a poussé les dirigeants de la LFP à chercher le fameux deal avec CVC, et on constate dans ce rapport qu'ils avaient quand même un intérêt personnel à choisir cette solution-là, qui reposait sur une levée de capital à 100%, dans la mesure où ils avaient des bonus importants à recevoir dans la transaction. Ils sont très largement pointés du doigt, on en parle beaucoup de ce rapport, sur notamment les rémunérations de Vincent Labrune et son train de vie somptuaire, et également les frais de banquiers d'affaires, d'avocats et autres, qui ont été très généreux pendant la transaction CVC. Donc ça fait partie des choses qui sont pointées du doigt. Moi, je ne vais pas revenir dessus spécifiquement, parce que ça parle principalement du football français, et c'est pas spécifique à l'Olympique de Marseille. Mais ça reste toutefois tout à fait judicieux comme point. Le Sénat a demandé un renforcement des contrôles. Alors là, c'est un petit peu la cavalerie qui arrive après la guerre, parce que dès 2021, il y avait tout à fait lieu d'être alerté par la création de la société commerciale. D'ailleurs, j'avais moi-même publié des vidéos à ce sujet pour alerter sur le fait que ce deal était dangereux et mauvais. Et j'étais assez choqué de m'apercevoir que le Sénat n'avait pas perçu les enjeux que moi j'avais perçus à l'époque. Mais bon, en tout cas, là, ils lèvent la main et ils reconnaissent qu'ils ont un peu merdé sur ce coup-là, et c'est déjà la moindre des choses. Mais par contre, du point de vue de l'Olympique de Marseille, quand même, alors déjà, l'actionnaire, il avait commencé à investir longtemps avant 2020, et il a continué à investir significativement après. Donc l'impact réel du Covid et des aides qu'on a pu recevoir là-dedans, les 90 millions qu'on a reçus de CVC pour sauver le club là-dedans, il n'est pas très clair dans l'océan des investissements totaux de Franck McCourt. Le représentant de l'OM à la LFP, c'était Jacques-Henri Hérault pendant la période où était signé ce deal-là, mais c'était entre 2020 et 2021 qu'il a été menacé de quitter le club, puis entre 2021 et 2022 qu'il était en train de quitter le club, et que les accords avec CVC ont été négociés. C'est lui qui était le représentant de l'OM à la LFP à cette époque-là, il n'avait pas pu être changé par Pablo Longoria, comme on s'en souvient. Et ça a pu poser problème dans la mesure où, clairement, ça a été fait par-dessus la jambe, cette histoire-là, du côté de l'Olympique de Marseille.
On ne comprend pas toujours non plus du côté de l'Olympique de Marseille comment Vincent Labrune a réussi à transformer son échec en tant que président de l'Olympique de Marseille en un succès personnel aussi probant. Mais bon, on a des présidents donc, qui disent qu'ils ont été sur le banc de touche pendant la transaction, qu'ils n'avaient pas certaines des pièces importantes pour la compréhension de l'accord au moment de donner leur accord. Et moi, c'est la première fois que je vois des gens compétents qui acceptent de signer des transactions sans avoir tous les papiers à leur disposition, et sans avoir fait correctement le travail pour un deal de 1,5 milliard d'euros. Je trouve ça ahurissant. Mais apparemment, la perspective de recevoir 90 millions pour l'Olympique de Marseille, ou les sommes correspondantes pour chacun des clubs, a suffi à les convaincre que c'était pas important de regarder les détails du deal du moment qu'ils recevaient le chèque dont ils avaient besoin. Le fait que certaines pièces aient été manquantes, c'est vraiment absolument choquant. Moi, c'est une faute que je ne m'explique pas au moment de lire ce rapport. C'est incroyable. Alors les enjeux du partenariat avec CVC ont été sous-estimés par la Fédération, le ministère des Sports, probablement le Sénat aussi. Les approbations prévues par la loi n'ont pas vraiment permis de questionner les accords, ce qui pose des questions sur l'effectivité réelle de la loi qui avait été posée initialement. On a le fait que CVC va bénéficier d'un dividende qui est assis sur un résultat retraité, qui ressemble davantage à un chiffre d'affaires qu'à un résultat, qui inclut même les paris sportifs, alors qu'on ne s'était pas aperçu que ça rentrait dans l'assiette au départ. Et qui n'a absolument rien apporté au football français, alors qu'on nous promettait monts et merveilles au moment où ils sont arrivés. On constate d'ailleurs que la Liga espagnole et la Fédération française de rugby, dans le cadre de tournois destination, ont opté pour des durées de 50 ans pour des transactions plus ou moins similaires. Et c'est là où on peut vraiment se poser des questions, parce que les sénateurs ne semblent toujours pas avoir tout compris sur ce deal. Déjà, l'accord, il est effectivement d'une durée limitée, c'est totalement artificiel de parler des 99 ans, c'est assez courant qu'on mette une durée de vie de 99 ans d'une société, mais dans les faits, il suffit de la prolonger par accord entre les associés de la société qui ont tout intérêt à en prolonger la vie à ce moment-là, et donc on peut considérer que c'est une durée illimitée. Les 99 ans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'en parler, c'est vraiment une durée illimitée dont on parle. La FFF n'aura pas son mot à dire au moment de prolonger la durée de vie de 99 ans de la société en 2123. Les retraitements du résultat qui inclut la taxe Buffet notamment, parce que c'est ça dont il ne parle pas directement, mais quand il parle d'un résultat qui est plutôt du chiffre d'affaires, en fait, sur les droits télé français, de la Ligue 1 et du football professionnel en général, est prélevée une taxe de 5% qui est au bénéfice du sport amateur en général. Et aujourd'hui, en excluant les 13% qui reviennent à CVC de cette assiette-là, ben concrètement, on a volé le contribuable et on a volé le sport français de ces 5% ad vitam aeternam pour le restant de nos jours. On a également le remboursement anticipé des PGE qui a été inclus dans le deal. Ça fait qu'on a augmenté quelque part le montant qu'on a demandé à CVC, on a donc augmenté le pourcentage qu'on a donné à CVC, et finalement l'assiette fiscale elle est réduite d'à peu près 13% par rapport à ce qu'on avait initialement comme manne pour le sport amateur français qui était tiré du football professionnel. Et ça, ben, c'est irrattrapable parce que c'est une erreur qui a été commise au moment de créer la loi et de permettre à CVC quelque part de bénéficier d'une exonération fiscale. Les comparaisons qui sont faites avec le football espagnol et le rugby sont hors sujet, et ça montre encore une fois que les sénateurs n'ont pas vraiment compris que ces montages n'ont absolument rien à voir, dans la mesure où il s'agit de montages qui reposent sur l'endettement de la société commerciale, et donc les montants que le financeur va recevoir, ils sont fixés dès le départ selon un échéancier qui est stable sur la durée du contrat, et qui représente un coût de financement, un coût de dette qui est comparable à ce que les clubs peuvent avoir, ou des choses comme ça. Donc le fait de s'endetter de cette manière-là, bon, bah, c'est s'endetter, c'est comme s'endetter financièrement, mais ça n'a absolument rien de choquant, alors que dans le cas de la Ligue de football professionnel, on a vraiment donné 13% de la société à CVC, et donc toute augmentation de la valeur, toute augmentation du chiffre d'affaires, toute inflation va bénéficier à CVC ad vitam aeternam, et dans 50 ans, CVC, ils auront toujours 13% de la société à revendre éventuellement s'ils le souhaitent. Ça n'a absolument rien à voir comme transaction, et c'est beaucoup plus désavantageux, ça hypothèque l'avenir de la Ligue 1, mais ça rend la Ligue 1 moins compétitive ad vitam aeternam par rapport aux grandes compétitions européennes de football. On a un championnat qui est donc à plusieurs vitesses, et là on nous dit que la répartition elle a été favorable aux grands clubs. Et là moi je dis non, je suis désolé, vraiment pas à l'OM en l'occurrence. Quand on regarde dans le détail, l'OM avait potentiellement aurait dû avoir une répartition au classement qui était beaucoup plus favorable que cela, aurait dû avoir une répartition à l'audimat surtout beaucoup plus favorable que cela. Et la règle des 70-30 qui est habituellement appliquée pour les droits télé, l'OM aurait dû toucher à peu près 128 millions d'euros et le PSG 153 millions d'euros. Là, on voit clairement que le PSG a été avantagé et l'OM désavantagé dans l'attribution de ces droits télé avec des montants qui sont clairement arbitraires par rapport à l'audimat et au classement réel des clubs concernés.
Si on regarde, même si on fait un classement des clubs qui ont été le plus avantagés ou le moins avantagés, on se rend compte que les clubs qui ont été le plus avantagés en pourcentage en fait de ce qu'ils auraient dû recevoir en fonction de leur classement en Ligue 1, bah, c'est les clubs qui sont été relégués, en particulier Bordeaux, Troyes, Angers, Saint-Étienne, Metz, Ajaccio, Clermont et Lorient, qui ont touché des sommes disproportionnées, alors que c'est des clubs qui ont leur place plus en Ligue 2 qu'en Ligue 1, et qui quelque part n'y sont pas aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, et ont touché malgré tout 15 à 33 millions d'euros sur ce montant CVC initial. Alors qu'on a un club comme l'OM qui est stable en Ligue 1 et qui vise la Ligue des Champions et qui est à peine mieux payé que Rennes, Nice ou Lille, qui sont des clubs quand même historiquement nettement inférieurs, voire Lyon qui a le même montant que l'OM alors que c'est quand même nettement inférieur aussi, et Monaco qui ne mérite certainement pas de recevoir des sommes du football français, à mon sens, mais bon, qui reçoit également une des sommes les plus importantes. Alors que des clubs historiques comme Bordeaux, Saint-Étienne ou Nantes sont traités comme des clubs moyens, et des clubs qui sont plutôt ambitieux aujourd'hui et qui fonctionnent plutôt pas mal comme Reims ou Brest ne sont pas avantagés du tout par la distribution proposée. Et quand on voit des clubs par contre promus après l'accord CVC, bah, eux ils ont quasiment rien touché, et donc par rapport à leur classement actuel en Ligue 1 éventuel, Auxerre, Toulouse ou Le Havre, bah, clairement c'est des clubs qui n'ont rien touché de la part de CVC ou presque. L'OM figure à la 19e place des clubs les plus avantagés par l'accord CVC, donc en position de relégable. C'est pas exactement ce que j'appellerais traiter correctement les grands clubs français comme l'Olympique de Marseille. On a des critères de répartition qui sont complètement arbitraires et au détriment de l'Olympique de Marseille. On se base sur le classement de 3 années qui précèdent l'accord de CVC. On constate d'ailleurs que Marseille est deuxième dans cette position-là, au-dessus de Lyon et Lille, et pourtant que Marseille est traité de la même manière que Lyon et différemment de Lille. Et que on nous dit que l'audimat est pris en considération, mais clairement l'audimat de Marseille est très largement supérieur à celui de Lyon, Lille, Monaco, Rennes ou Nice, et néanmoins on a des droits de télé qui sont finalement attribués de manière assez égalitaire entre ces clubs-là, 90 millions pour Marseille et Lyon, et 80 millions pour Lille, Monaco, Rennes et Nice sur les paiements CVC. Donc finalement, on a tout un tas de clubs moyens et petits qui sont plus ou moins avantagés par le fait qu'on redistribue de l'argent qui vient de droits télé dont ils ne méritent pas vraiment de participer puisqu'ils constituent une très petite partie de l'audimat, comme ceux qu'on voit en bas. On a des clubs moyens qui sont avantagés puisqu'ils sont ramenés à la hauteur de l'Olympique de Marseille alors qu'ils ne méritent pas d'être à cette hauteur-là. Et puis on a le Paris Saint-Germain qui est avantagé puisqu'on lui donne nettement plus qu'à Marseille alors que normalement on devrait être à 50-50 à peu près dans les distributions entre ces deux clubs-là. Et donc, on n'a finalement qu'un seul club qui est vraiment lésé dans cette distribution-là, c'est l'Olympique de Marseille. Et ça n'a pas du tout été souligné. On peut se poser la question de savoir si le fait que Pablo Longoria, notamment, ne se soit pas présenté pour ces auditions-là, a pesé dans le fait qu'on n'a pas du tout souligné le mauvais traitement qu'avait reçu l'Olympique de Marseille. Alors, des éléments qui m'ont paru intéressants de préciser par rapport à l'Olympique de Marseille, c'est... Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Déjà annoncé d'entrée qu'ils avaient l'intention d'allouer une bonne partie des fonds aux salaires et aux transferts, 56%, et seulement 40% aux infrastructures et au développement. Je dis annoncé d'entrée, puisque ça, en fait, c'est les montants que eux, ils ont fléchés au départ, mais on s'aperçoit que l'allocation des fonds n'est pas vérifiée a posteriori sur facture. Alors, ça veut dire que quelque part, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Alors, quelques éléments supplémentaires qui m'ont paru pertinents de relever dans le rapport. La première, c'est sur l'utilisation des fonds CVC qui a été insuffisamment encadrée selon la commission. La majorité des fonds ont été alloués aux salaires et aux transferts. Ça, franchement, c'est pas une grosse surprise compte tenu des analyses qu'on avait faites jusqu'à maintenant. On voit que les clubs ont tous eu une attitude un petit peu désinvolte par rapport à ça. Et en particulier, du côté de l'Olympique de Marseille, on voit qu'on est un des clubs qui a environ 35% de ses revenus qui ont été consacrés aux infrastructures et au développement, ce qui est quand même très peu. On a fait pire que 10 clubs en Ligue 1 qui ont alloué une plus grosse part aux infrastructures et au développement à long terme de leur club. Et en plus, on s'aperçoit que ces informations-là, elles auraient dû être vérifiées a posteriori sur facture, mais on comprend que du coup, il n'y a aucun mécanisme pour que CVC ou la DNCG contrôle qu'effectivement, les sommes qui avaient été fléchées vers de l'investissement dans les infrastructures et le développement ne soient pas affectées à la masse salariale et aux transferts. Connaissant la comptabilité actuelle de l'Olympique de Marseille ou les projections financières qu'on fait avec le niveau de masse salariale et de transfert qu'on a fait sur les dernières saisons, je ne serais pas surpris qu'il y ait certains de ces projets d'infrastructure qui soient passés à l'as au profit d'autres transferts et d'autres masses salariales, et donc que ce soit encore moins de 35% des 90 millions de CVC qui effectivement étaient affectés à des investissements. Alors un autre élément qu'on découvre dans ce rapport, ou en tout cas où on a plus de précision que ce qu'on avait dans le passé, c'est le ratio de masse salariale
Alors là, c'est assez intéressant la manière dont c'est calculé. On nous dit que depuis 2022, il y a un ratio qui oblige les clubs de football à maintenir une masse salariale inférieure à 70% de leurs produits d'exploitation. Et quand on regarde dans le détail la manière dont ce ratio est calculé dans les règles de la DNCG, on s'aperçoit que ça inclut les amortissements de transfert et les commissions d'agents au numérateur et les résultats de mutation au dénominateur. Alors si on regarde ce que ça veut dire pour l'Olympique de Marseille, ça en particulier, bah, l'OM, on est un club qui a relativement beaucoup d'achats et de commissions d'agents, donc beaucoup d'amortissements de transferts et de commissions d'agents, et on a en général des résultats de mutation négatifs. Et donc, on doit être très désavantagé par le fait d'utiliser ce ratio-là comme point de référence par rapport à des clubs qui font, par exemple, de la formation de joueurs ou du trading de joueurs, qui, grâce à ce mécanisme-là, peuvent utiliser leurs bons résultats de trading joueurs pour justifier le fait qu'ils aient une masse salariale totalement désordonnée. Comme c'est le cas, par exemple, d'un club comme Montpellier, qui pourrait apparaître bien géré selon ce ratio-là, alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. S'ils n'avaient pas réussi à vendre des joueurs, ils ne s'en sortiraient pas du tout. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, une mauvaise construction du ratio de masse salariale qui est prévu. Peut-être que c'est un compromis qui a été trouvé avec beaucoup de clubs de Ligue 1 pour qui, sans ça, ça ne serait pas soutenable. Mais à mon avis, il faudrait évoluer vers un ratio pur de masse salariale sur produit d'exploitation qui n'inclut pas les résultats de mutation pour inciter les clubs à vivre sur l'économie de leur club et pas sur la vente de leurs joueurs. En tout cas, c'est une manière de construire ce ratio qui désavantage encore une fois très fortement l'Olympique de Marseille. Bon, et une dernière petite pépite qu'on voit dans le rapport, c'est que visiblement les sénateurs ont bien aimé le modèle Socios à l'allemande, la règle des 50 plus 1, qui oblige une association initiale, qui est donc un club de supporters, à détenir au moins 50% des votes plus une voix, ce qui assure un contrôle majoritaire des décisions par les supporters. Ça, c'est une règle qui est très intéressante pour l'avenir du football français. Vous savez que moi, je suis favorable à des modèles sociaux, donc je suis très content de voir qu'il y a des évolutions possibles dans ce sens-là, en tout cas que des sénateurs sont ouverts à faire évoluer la législation pour favoriser ce genre de modèle à l'avenir. Il y a d'ailleurs beaucoup des préconisations, il y en a 35 préconisations qui sont faites, avec lesquelles je suis dans l'ensemble d'accord. Je trouve que c'est des belles avancées pour le football français qui sont proposées par la commission du Sénat. Je trouve que dans l'ensemble, ils ont quand même fait du bon boulot, et j'ai hâte de voir ce que ça donne quand c'est transposé dans la loi, dans les décrets d'application, dans les pratiques de la Fédération française de football, et de la DNCG en particulier, qui devrait être attachée à la FFF et donc bénéficier de plus d'indépendance. J'espère qu'on aura beaucoup plus de transparence financière dans le football français à l'issue de ce rapport-là, et qu'on aura un meilleur contrôle également sur l'entrée de nouveaux investisseurs. Mais bon, pour l'instant, il ne faut pas non plus trop compter dessus. On va attendre que toutes ces lois elles soient déjà votées puis mises en application. Bonne journée à tous. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.